C'est très important un ongle, on ne s'en rend pas compte. L'ongle termine harmonieusement l'extrémité des doigts et des orteils. Il les protège, il les embellit. Il y a un rôle esthétique, il y a surtout un rôle de protection. Il y a un rôle dans la préhension, dans la sensibilité. Et puis on peut se gratter et on peut griffer. AVS avec Philippe Robichon. S'occupe de la santé de vos ongles ce matin avec mon invité, le docteur Sophie Gottman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes dermatologue et chirurgienne, vous êtes spécialisée vous dans la pathologie des ongles. Alors on peut dire que vous êtes onychologue. Est-ce que ça serait correct de le dire ? Ça serait correct puisqu'on peut dire que cette sous-spécialité s'appelle la pathologie inguéale ou l'onychologie. Donc ça pourrait faire onychologue, mais moi personnellement c'est un terme que j'emploie pas. Regardez, parce qu'il me plaît pas. C'est vrai ? Non. Bon, on ne comprend pas ce que c'est. Voilà, donc je préfère dire spécialiste des maladies des ongles, au moins ça parle. Alors vous publiez Vos ongles, tout un monde, embellir, prévenir, guérir les ongles dans la collection de santé de chez Actes Sud, un livre dont vous avez fait les dessins, vous verrez, pour illustrer tout ça. Alors les gens vont se dire, mais il y a suffisamment à dire pour parler des ongles et de faire un livre de quasiment 400 pages en plus. On aurait pu faire le double, hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur les ongles. Énormément de choses. C'est ça qui est incroyable. Il y a toute l'histoire de l'ongle au cours du temps. Il y a toute la santé des ongles, toute la cosmétologie des ongles qui quand même est très à la mode, très en vogue. Et puis en plus j'en ai profité pour rajouter aussi la relation médecin-malade à travers les ongles. Donc on peut dire beaucoup de choses. On aurait pu faire un livre beaucoup plus gros. Alors avant on disait une ongle. Pourquoi il a changé de genre finalement l'ongle ? En fait ça c'est Laurent Chifflet, un de nos premiers grammairiens. Et qui a dit qu'il fallait le mettre au masculin. Et c'est vrai que La Fontaine, au XVIIe, dans une de ses poésies, il dit encore elle. Maintenant, on dit un ongle. Un ongle et les ongles, plus souvent. C'est une discipline pour laquelle je n'ai jamais vu autant de noms à coucher dehors. C'est très compliqué. Tout ce qui tourne autour de l'ongle, au niveau des noms, des pathologies. Je crois quand même que chaque spécialité médicale a des noms qui lui sont propres et assez compliqués. Bon alors c'est parce qu'on en parle moins. C'est parce que c'est peut-être pas connu. Je les explique tous quand même. Hein. Oui, mais les noms sont difficiles à retenir. Genre, franchement, pour ce qui concerne l'ongle. C'est vrai que il y a des noms un peu compliqués. Onychotylomanie, oui, c'est vrai. On retrouve souvent onycho quand même, qui veut dire ongle. Voilà. Alors, comment ça fonctionne un ongle ? Eh bien, un ongle, ça pousse en continu. C'est-à-dire ? Ça ne s'arrête jamais, en fait. Sauf en cas d'exceptionnelle maladie. Un ongle, ça pousse en continu. C'est fabriqué par une petite zone qu'on appelle la matrice de l'ongle, qui est située sous le repli de peau au-dessus de l'ongle. Alors, attendez, parce que vous dites le dessus de l'ongle. C'est quoi le haut et c'est quoi le bas dans l'ongle ? C'est important. Le bas, c'est là où vous coupez l'ongle, c'est-à-dire le bord libre. Donc ça, c'est le bas. Donc il faut le voir à l'envers, en fait. Et le haut, c'est vers le haut du bras. Il faut le voir à l'envers. D'accord. Le haut, c'est donc vers le haut du bras. Et donc, ce repli de peau qui est serti par la cuticule, là, que les dames repoussent à tort, c'est sous ce repli de peau qu'il y a la matrice de l'ongle. Et quand vous regardez votre ongle, il y a un petit croissant blanc à la base de l'ongle. Et ce petit croissant blanc, finalement, c'est la partie visible de la matrice. D'accord. Et c'est cette matrice qui fabrique l'ongle en continu. Et l'ongle descend. Et il se couche sur son lit, qui est la partie rose qu'on voit à travers l'ongle. Donc fabriqué par la matrice, il descend, il se couche sur le lit et il est entouré de montagnes, on peut dire, de replis de chaque côté, un repli au bout, un repli de chaque côté. Alors, sur la partie donc qui est sous la peau là, donc vers le haut de l'ongle, il y a encore combien d'ongles dessous ? Alors ça c'est important. Il y a à peu près un quart à un tiers d'ongle qui est situé sous cette peau. Sous la peau, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que l'ongle, en fait, si on enlève un ongle, il va être plus long que la partie visible puisqu'on va enlever la partie cachée sous la peau qui est juste au-dessus de la matrice. Alors, il y a un truc incroyable que j'ai appris en lisant votre livre, c'est que les cheveux et les ongles avaient on va dire, finalement, un rapport. C'est fait de kératine. C'est fait de kératine. Oui, mais attendez, moi, je fais jamais le lien, moi. Bien, en fait, comme la couche cornée de la peau. C'est fait de kératine, c'est-à-dire que les kératines sont des protéines, et effectivement, elles constituent les cheveux, les ongles, et même quand vous avez la peau qui pèle, c'est la couche cornée qui desquame, et il y a de la kératine dans les cellules de la couche cornée. Donc oui, il y a un lien de parenté. Après, on me dit toujours, est-ce que j'ai des ongles très fragiles ? Est-ce que je vais avoir les cheveux fragiles ? On peut avoir les ongles fragiles et des cheveux magnifiques. Il y a souvent pas de rapport.
En tout cas, pas obligatoirement. Mais par exemple, si on prend des métiers manuels comme les coiffeurs, les cheveux abîment les ongles des coiffeurs. Alors attendez, les cheveux abîment les ongles, c'est-à-dire que... Quand on travaille, à force de travailler sur les cheveux... Alors, les cheveux des clients... Oui, des clients, oui. Évidemment, les gens qui coupent les cheveux peuvent avoir des cheveux qui rentrent sous les ongles, et ça peut finir par décoller les ongles. Mais surtout, c'est les produits permanentes, les thioglycolates qui sont contenus dans les produits permanentes ou dans les colorations qui peuvent endommager effectivement les ongles des coiffeurs. À quoi ça sert un ongle finalement? Quelle est sa fonctionnalité? C'est très important un ongle, on ne s'en rend pas compte. L'ongle termine harmonieusement l'extrémité des doigts et des orteils. Il les protège, il les embellit. Beaucoup de choses est dit dans cette phrase. Un ongle, c'est esthétique, c'est joli, ça termine joliment les extrémités. Alors important. les ongles des pieds, je suis pas sûr. Mais si, les ongles des pieds aussi. si. Parce qu'harmonieusement, bon, ouais. Donc il y a un rôle esthétique. Bon, c'est pas le premier rôle. Il y a surtout un rôle de protection. Ce sont des boucliers. Donc c'est vraiment majeur cette fonction de protection. Il y a un rôle dans l'appréhension des petits objets. L'appréhension, ça veut dire... Quand vous attrapez une épingle, sans ongles, difficile. Également dans les gestes fins, comme le boutonnage, le laçage. Dans la sensibilité. Les pulpes sont très sensibles et elles sont d'autant plus sensibles qu'il y a cette plaque de kératine dure qui fait contre-appui derrière. Si vous aviez des bouts de doigts tout mous, votre sensibilité serait différente. Et puis, on peut se gratter et on peut griffer. Oh, ça, c'est tout les méchants. Non, mais c'est une arme. Non, vous avez raison, c'est tout à fait utile. C'est tout à fait utile. Et alors, il y a quoi sous l'ongle, donc sous la kératine? Qu'est-ce qu'on voit dessous? C'est quoi? C'est de la peau? C'est quoi? Alors, c'est le rose que l'on voit à travers l'ongle, ce qu'on appelle donc le lit. C'est une peau particulière qui est toute striée et qui est faite pour coller à l'ongle. Et elle est quasiment couchée sur la phalange. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espace en fait entre votre ongle et votre os. Ouais. Il y a très peu d'espace. Mais c'est collé? C'est comment? Alors comment ça tient? C'est collé, c'est adhérent. Ouais. Et d'ailleurs, c'est cette striation du lit de l'ongle qui permet l'adhérence de l'ongle. Alors les gens n'aiment pas toujours les stries d'ailleurs des ongles, c'est ce que vous expliquez. Il y a un modèle qui est l'ongle lisse, tout rose, bien poli, machin, et dès que les gens voient des stries, ils n'aiment pas trop. Non, les gens n'aiment pas trop les stries. Bon, il faut différencier les stries qui sont physiologiques, parce que de toute façon, le devenir de l'ongle au cours du temps, c'est de se strier. Ça, on n'y peut rien. C'est quoi? C'est comme un vieillissement? Moi, j'aime pas dire ça parce que je trouve pas ça. Je trouve pas ça très sympa. Donc, je dis plutôt que voilà, avec le temps qui passe, les ongles se strient et ces stries apparaissent à un âge variable. Vous pouvez avoir des femmes de 30 ans qui ont les ongles beaucoup plus striés qu'une femme de 50 ou 60 ans. Il y a un facteur génétique personnel, mais tous les ongles se strient avec le temps. Et ces stries-là ne sont pas graves, elles s'accompagnent parfois d'une fragilité. On peut lutter contre la fragilité, mais on ne fera pas disparaître les stries. Par contre, évidemment, il faut se méfier. Certaines maladies se manifestent au premier abord par l'apparition de stries en général multiples qui amincissent l'ongle avec beaucoup de fractures au bout. Et effectivement, il faut différencier les stries qui sont dues à des maladies, des stries qui sont physiologiques. On en parlera tout à l'heure. Vous avez créé une consultation pour les maladies des ongles. Finalement, c'est une médecine qui est assez récente, la médecine des ongles. La médecine des ongles, les médecins se sont toujours intéressés aux ongles. Le premier, c'était Hippocrate. 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate a commencé à décrire des signes de maladie sur les ongles. Ce qu'on va dire, c'est que pendant longtemps, la médecine de l'ongle a été un petit peu négligée et mise de côté. Et depuis le XXe siècle, il y a eu énormément de progrès concernant la médecine des ongles, beaucoup d'avancées à la fois diagnostiques et thérapeutiques et une grande évolution. Et il y a maintenant de plus en plus de médecins qui s'y intéressent. Ouais, mais comment quand vous avez commencé vos études de dermatologie, vous vous êtes intéressé à l'ongle? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Qu'est-ce qui était tellement intéressant dans l'ongle pour vous? Je me rendais compte que c'était très fréquent et qu'il y a beaucoup de médecins qui n'avaient pas grand-chose à m'apprendre sur les ongles. C'était mis de côté, pourtant les gens s'en plaignaient. Et je me suis dirigée vers cette sous-spécialité en me disant, mais quand même, il faut que quelqu'un s'en occupe. Les mots ont un sens quand on parle des spécialités. Par exemple, styliste ongulaire, c'est pas la même chose que manucure. C'est pas du tout les mêmes formations. Alors, la manucure, elle s'occupe de l'ongle et des replis de peau autour. C'est très spécifique. C'est-à-dire qu'elle a le droit de toucher la peau autour, elle a le droit de toucher les cuticules. Alors les cuticules, Alors la cuticule, c'est très important, la cuticule. C'est cette petite peau qui sertit
le fameux repli au-dessus de l'ongle, c'est ce que les femmes repoussent pour faire joli et qu'on ne devrait pas repousser puisque c'est un joint d'étanchéité qui scelle l'espace entre l'ongle et ce qui est sous le repli, c'est-à-dire la matrice. Donc c'est très important de respecter cette petite peau. Donc joint d'étanchéité, et c'est vrai que c'est pour avoir un peu plus de blanc qui dépasse que ça repousse. Oui, mais enfin c'est pas une bonne idée. D'autant plus que si vous rompez le joint d'étanchéité et qu'après vous mettez beaucoup les mains dans l'eau, tout ce que vous manipulez va rentrer sous le repli. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'étanchéité et ça va. Tous les produits manipulés vont rentrer sous le repli et générer des inflammations, ce qu'on appelle de périonyxis, c'est-à-dire une inflammation du pourtour de l'ongle. Ah oui, c'est un vilain mot. Bon, inflammation du pourtour de l'ongle. Et donc la manucure, elle s'occupe de l'ongle, elle s'occupe de la cuticule, de la peau autour. Elle a le droit, donc. Elle a le droit, elle est esthéticienne. Voilà, ça peut être. Il y a différentes formations pour être esthéticienne. Voilà. Et la styliste ongulaire, qui fleurit partout dans les barres à ongles, n'est pas censée toucher la peau, la cuticule. Elle s'occupe de l'habillement de l'ongle, de la tablette, donc de cette plaque de kératine inerte qui est entre ces replis. Elle ne doit pas toucher normalement la peau et les replis. On verra, on parlera de la partie esthétique tout à l'heure parce que c'est de plus en plus. Oui, c'est à la mode. Oui, c'est de plus en plus à la mode. Et puis on va fleurir ces fameux barres à ongles ou les ongleries, pour celles qui aiment les French manucures, qui, comme leur nom le porte mal, n'est pas du tout française. C'est ça. C'était en fait, c'est né aux États-Unis. C'est un Américain, un Californien, en fait, c'était pour les actrices de cinéma pour qu'elles puissent avoir des ongles adaptés à toutes les tenues sans avoir besoin de changer de vernis entre les tenues. Et il appelait ça la French manucure. Voilà. Ça se vendait peut-être mieux à Hollywood. C'est possible. Et en fait, c'est en venant en France, il a montré ça aux Français. Il s'est dit, tiens, pour le charme et l'élégance de la France, je vais l'appeler la French manucure. Quand les gens disent « j'ai les ongles fragiles », qu'est-ce qu'ils disent exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir ? Ils disent « j'ai pas d'ongles, il ne pousse plus ». Et en fait, c'est pas tout à fait vrai, puisque l'ongle pousse. Simplement, il se casse, il n'arrive pas à les laisser grandir, mais ils poussent. Donc ils sont fragiles, ils se cassent, ils se fissurent, ils n'arrivent pas à les laisser grandir. Ils se dédoublent aussi, beaucoup des aux extrémités. Donc, quelle est l'explication de cette fragilité et du dédoublement ? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs ? Il y en a énormément. La fragilité, entre guillemets, banale, je ne néglige pas les soucis qu'elle peut engendrer et l'inconfort qu'elle peut engendrer, mais les fragilités dites idiopathiques, c'est-à-dire sans cause médicale, sans cause médicamenteuse, sont souvent dues au contact répété avec l'eau et l'humidité. C'est-à-dire que quand vous mettez beaucoup vos mains dans l'eau rentre à l'intérieur de l'ongle, puis après elle ressort. Les mouvements répétés d'eau à travers la tablette, finalement, désorganisent la kératine et abîment le ciment qu'il y a entre les cellules de l'ongle, et elles tiennent plus les unes par rapport aux autres. En fait, l'ongle, c'est un puzzle des cellules cornées qui contiennent la kératine, et ces cellules cornées, elles sont assemblées avec un espèce de ciment. Et l'eau abîme ce ciment, donc les cellules ne tiennent plus les unes sur les autres, et l'ongle se dédouble. Donc c'est vraiment le port de 2 paires de gants, un petit gant de coton. Alors je sais, c'est compliqué, un petit gant de coton fin, parce que s'il est gros, vous ne ferez plus rien avec vos mains, un petit gant de coton fin plus un gant imperméable qui permet de faire plein de travaux ménagers sans avoir trop de contact avec l'eau et l'humidité. Et l'eau de javel et tous les produits ménagers, s'il y en a... C'est pareil, c'est catastrophique, mais même les produits alimentaires humides, ça dédouble les ongles. L'eau, la viande, le poisson, les fruits, les légumes, tout ça, c'est des travaux qui, en théorie, on devrait porter 2 paires de gants. Mais bon, après, les ongles sont au bout des doigts, les doigts au bout des mains et les mains au bout des bras. Et on a dit que c'était une protection. Donc on est content d'avoir des ongles qui s'abîment à la place de notre peau. Donc il faut accepter aussi que quand on fait plein de choses avec ses mains, on peut avoir des ongles un peu abîmés, ils sont là pour ça. Ce qui veut dire que certaines professions qui sont toujours en contact avec l'humidité, avec des produits, moi je pense aux bouchers, aux poissonniers, aux primeurs, même aux cuisiniers, donc ça veut dire que c'est normal s'ils ont les ongles plus, on va dire, fragiles. Le gros problème des professions que vous citez, effectivement, c'est normal. J'en profite pour vous dire que quand c'est souvent, enfin c'est pas souvent des hommes, mais c'est plus souvent des hommes, les métiers que vous venez de citer. Les hommes ont les ongles un peu plus résistants. C'est pour ça que je propose d'ailleurs de leur faire la vaisselle, puisqu'ils ont des ongles plus épais, ils ont des ongles avec des gants bien sûr, qui se dédoublent moins. Et le vrai problème en fait chez les professions que vous citez, c'est la cuticule. Cette cuticule, quand on a beaucoup les mains dans les produits alimentaires humides et dans l'eau, elle est fragile et elle lâche souvent.
Et il y a une maladie classique professionnelle dans les métiers que vous citez, qui est la paronychie chronique. Alors paronychie ou périonychie chronique, qui est l'inflammation chronique du pourtour de l'ongle. Et c'est rouge, hein, là, alors c'est rouge, c'est gonflé, ça peut même suppurer. Enfin, c'est une maladie compliquée. Et le problème, c'est que vous pouvez donner tous les traitements que vous voulez. Si les mains sont encore dans l'eau et l'humidité, ça ne fonctionnera pas. Donc la première étape, c'est plus d'eau. Et vous imaginez, dans ces professions-là, parfois, ça peut nécessiter un arrêt de travail. Et une maladie professionnelle, même peut-être. Absolument. Les gens sont conscients que ça peut venir de leur métier, en fait, ou pas du tout? Parce qu'on ne s'interroge pas toujours sur les ongles. Alors, dans l'affection qu'on vient de citer, les poussées de la maladie viennent souvent quand il y a eu un excès d'eau et d'humidité, donc ils s'en rendent compte pour cette maladie-là. Sinon, pas forcément. On parlait du nom des ongles aujourd'hui. Finalement, cette médecine qui est assez récente avec des gens qui consultent, est-ce que vous avez plus de consultations aujourd'hui pour des gens qui ont mis trop de gel, vous savez, le gel hydroalcoolique? Non. Pas d'impact sur les ongles. Pas d'impact. Ouais. Le lavage des mains, répété. Le lavage des mains, en fait, je préconise pour les gens qui ont des ongles fragiles de limiter le nombre de lavages des mains par jour. Là, c'est hors sujet. Ou alors, il faut remplacer par le gel. On va parler des deux grands classiques que sont l'ongle incarné et la mycose. Ça, c'est les plus classiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un ongle s'incarne, par exemple? Pourquoi on dit d'un ongle qu'il s'incarne? Il rentre dans la chair. Au lieu d'être posé dessus, d'être entouré, d'être bien installé, il rentre dans la chair. Soit il est trop large, soit la chair est trop volumineuse, mais il y a une inadéquation entre la largeur de l'ongle et le volume de la chair, donc il y a un conflit. Pourquoi il s'intéresse surtout aux orteils des ados? Est-ce qu'on sait ça? Parce qu'à l'adolescence, les bourrelets autour de l'ongle sont parfois, assez souvent un peu dodus, et que les ados ne coupent pas leurs ongles, mais les arrachent à la va-vite. Donc, les coupes, du coup, ça les coupe en biais sur le côté. C'est très important qu'un ongle soit bien installé sur toute sa longueur, qu'il soit bien coupé, carré, qu'on ne dégarnisse pas les angles de chaque côté pour que les angles continuent d'appuyer et de maintenir les chairs. Si vous coupez l'ongle en biais sur les côtés, la chair, elle est plus maintenue et elle se referme. Et quand l'ongle repousse, il l'embroche. Donc la coupe des ongles aux orteils est extrêmement importante, doit absolument préserver les angles. Et donc, quand vous dites au carré, c'est qu'on ne fait pas un tour, en fait. C'est vraiment au carré. On ne l'arrondit pas sur le côté. Et autre détail, il faut avoir l'ongle du gros orteil court au milieu pour pas que, quand vous butez dans votre chaussure, ça risque de faire fracturer l'ongle beaucoup plus haut. Donc il faut un ongle à la fois court devant pour que ce soit la pulpe, la chair qui bute, mais sans dégarnir les angles pour que les angles maintiennent bien les parties molles de chaque côté. Et c'est vrai que les ados, ils sont spécialistes pour arracher à la va-vite. Et vous parlez-vous de famille même à ongles incarnés? Oui, il y a effectivement des familles où les enfants les ongles incarnés, et puis des familles où... Et ça existe, l'ongle incarné chronique? Ça existe. Qui se chronicise? C'est un nom. Alors, c'est un nom. En fait, j'ai fait un joli petit dessin dans le livre. Oui, on peut parler de famille. Bah oui, j'ai fait la famille des ongles incarnés. Ouais. Parce qu'en fait, l'ongle peut s'incarner sur les côtés, il peut s'incarner devant, il peut s'incarner derrière. Il y a toutes sortes d'ongles incarnés. Ce qu'on connaît le plus souvent, c'est effectivement les ongles incarnés des adolescents. Mais par exemple, quand on a porté des chaussures étroites à haut talon pendant des années, on peut avoir l'ongle qui se pince, qui se courbe, et du coup, il est tout plié. Les côtés sont verticalisés, pénètrent dans les sillons latéraux et rentrent dans la chair et font mal en permanence. C'est une sorte d'ongle incarné chronique. Un ongle incarné chronique, c'est un ongle qui fait souffrir régulièrement, mais qui ne se complique pas. Il n'y a pas d'épisode aigu, ni d'infection, ni d'inflammation, ni de bourgeonnement. Quand l'ongle pique la chair, peut apparaître une espèce de fraise, une espèce de tissu un peu sanguignolant, qu'on appelle un granulome pyogénique en termes médicaux, qui est un bourgeon, et évidemment qui aggrave la situation. Ça, c'est plus un ongle incarné chronique, c'est un ongle incarné qui s'est compliqué. À quel moment on l'opère? En cas de complication, quand le traitement médical ne fonctionne pas, et même sans complication, c'est un problème que je vois assez régulièrement chez les ados, des ongles incarnés qui font souffrir en permanence sans vraiment se compliquer, mais qui pourrissent la vie, qui empêchent de faire du sport. Est-ce que ça vaut la peine de surseoir à l'intervention
alors que l'intervention maintenant est simple. Ouais, mais elle a mauvaise réputation, dites-vous. Oui, elle avait très mauvaise réputation. Quand vous voyez les techniques il y a quelques siècles, ça fait peur, puisque c'était opéré sans anesthésie. J'ai un joli petit dessin aussi où ça donne pas envie. Hein. Maintenant, c'est une chirurgie qui s'est allégée, je dirais, qui peut se faire de façon beaucoup plus douce, en particulier avec la phénolisation, qui consiste à brûler. Alors, on en revient au phénol, allez-y. On en revient au coton de phénol. Ouais. Bien, en fait, puisque l'ongle est fabriqué par la matrice, l'intervention consiste à, bien sûr, rétrécir la largeur de l'ongle, mais si vous voulez que ce soit définitif, il faut aussi rétrécir la matrice. Et pour rétrécir la matrice, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez l'enlever au bistouri, vous pouvez la griller avec une électrocoagulation, et vous pouvez lui mettre un petit produit qu'on appelle le phénol, qui va en fait détruire la matrice chimiquement. Et les suites opératoires sont simples, c'est efficace, c'est une très bonne technique. Bien, les mycoses, alors elles sont fréquentes, hein, les mycoses, très fréquentes même. Elles sont très fréquentes, mais à chaque fois que quelqu'un a un problème d'ongle, on dit « Ah, c'est une mycose ». Et non, en fait. Non, en fait, 40% seulement, 35-40% des atteintes des ongles sont des mycoses. Ça laisse beaucoup de place pour le reste. Donc ce n'est pas toujours une mycose, mais c'est vrai qu'elles sont fréquentes, puisqu'on peut considérer qu'après 60 ans, il y a presque 35-40% de personnes qui ont une mycose des ongles des orteils. C'est pas forcément la maladie ou la pathologie de ceux qui fréquentent les vestiaires. Vestiaires de piscine, vestiaires de sport Si, bien sûr, si. Puisque les champignons viennent d'abord sur les plantes, ils se glissent entre les orteils et ils viennent sous les ongles. Effectivement, la fréquentation des carrelages humides où tout le monde marche est un facteur de risque. Il y a des prédispositions à faire des mycoses, parce qu'il y en a qui n'en attrapent jamais finalement. Alors ça c'est vrai. La kératine de l'ongle n'est pas toujours perméable aux champignons, et il y a un caractère génétique dans le fait de pouvoir attraper ou non une mycose. Comment vous la traitez, vous, la mycose ? C'est très variable. Ça dépend de l'importance du nombre d'ongles atteints et surtout de la situation de la mycose sur l'ongle. Si vous n'avez que la partie visible de l'ongle qui est malade, surtout vers le bout, c'est accessible à un traitement local. À partir du moment où la partie cachée sous le repli de peau au-dessus de l'ongle est malade, un traitement local ne peut pas fonctionner. Donc il faut un traitement systémique par des comprimés. Adapté, je dis bien adapté aux microbes. Pour que ce soit adapté aux microbes, ça veut dire qu'il faut l'avoir identifié le microbe. Donc il faut avoir fait un prélèvement. Qu'est-ce que vous appelez le one hand and two feet syndrome ? Mais alors ça, c'est une petite maladie mystérieuse. Ça m'a fait rire, ça. C'est notre ami le Trichophyton rubrum. Ah oui. Vous voyez que c'est un nom facile, hein ? Trichophyton rubrum. Ouais, on s'y habitue. On va faire une conférence dessus. Vous pouvez l'appeler le petit rubrum si vous voulez. C'est plus mignon. Eh bien, le petit rubrum, en général, il commence par toucher un pied, les deux pieds, et puis, on ne sait pas pourquoi, une main. Et c'est un syndrome qu'on voit assez régulièrement, où certains ongles d'une main sont atteints, une paume est atteinte, l'autre est parfaite, et les deux pieds sont atteints. C'est très contagieux, les mycoses des mains et des pieds, ou pas ? Alors, c'est contagieux par le sol, les sols humides, mais par contact humain, très peu, voire pas. Le psoriasis de l'ongle, assez fréquent finalement. On parle souvent de psoriasis et on ne parle jamais de l'atteinte des articulations et des ongles. L'atteinte des ongles est très fréquente dans le psoriasis. Ce qui est moins fréquent et ce que je vois assez souvent, c'est un psoriasis exclusivement localisé aux ongles. Ça, c'est très rare. Non, c'est pas très rare. Enfin, après, je suis spécialisée des ongles, donc quasiment tous mes patients n'ont que du psoriasis aux ongles et n'en ont pas ailleurs. Mais si vous prenez une population de gens qui ont du psoriasis, un grand nombre d'entre eux, voire presque tous, auront à un moment donné au cours de la vie de leur psoriasis une petite atteinte de l'ongle. Donc c'est une localisation fréquente. C'est quoi le symptôme ? Que ça ressemble à quoi le psoriasis de l'ongle ? Alors c'est important. En fait, ça dépend de où il se situe. S'il est situé sur la matrice ne va pas fabriquer correctement la kératine et vous allez avoir un ongle lui-même, une tablette, donc cette plaque de kératine qui va être anormale. Elle va être blanche, elle va être avec plein de petits trous, de creux, de bosses. C'est l'atteinte de la matrice. Si au contraire le psoriasis se glisse sous l'ongle au niveau du lit, l'ongle va se décoller. Donc les atteintes sont variables en fonction du site du psoriasis. Et là, vous le traitez comment ? Parce que déjà, le psoriasis, c'est difficile à prendre en charge quand c'est pas sur l'ongle. Au niveau de l'ongle, vous agissez avec quel type de traitement ?
La matrice n'est pas accessible à un traitement local puisqu'elle est cachée sous l'épais repli de peau. On peut faire des petites piqûres. Alors je sais ce que vous allez dire, c'est affreux, des petites piqûres dans l'ongle, ce n'est pas dans l'ongle. J'ai rien que l'idée déjà. Voilà, c'est ça, je vois votre tête. Rien que l'idée. Mais je ne pique pas dans l'ongle, c'est dans la peau au-dessus. Et il y a des tactiques pour que ça fasse presque pas mal. On utilise des aiguilles ultra fines et il y a des petites tactiques. Et on ne peut pas traiter trop d'ongles. On traite quelques ongles. Pour la teinte du lit de l'ongle, il faut découper l'ongle à ras pour exposer le psoriasis et mettre le traitement à même sur le lit de l'ongle. Ce sont des traitements locaux. Quand le psoriasis est très sévère, il y a des traitements généraux, bien sûr. Sinon, vous aidez-vous d'un trombone. Ah non, ça c'est pour l'hématome. Non, mais j'ai vu ça, c'était une horreur. C'est pour crever c'est le dessin qui vous a pas plu. Ouais. Il est mignon pourtant le dessin. Ouais. Mais c'est une méthode qui existe, hein, c'est très sérieux. Personnellement, je ne l'emploie pas. Un trombone rougi dans la flamme perce l'ongle et permet d'évacuer l'hématome. C'est très impressionnant, vous imaginez. Donc, moi, je prends un bistouri et tangentiellement, je coupe la kératine, je pèle la kératine jusqu'à ce que j'arrive à l'hématome. Ça fait moins peur aux patients quand même. Alors, il y a un motif de consultation, écrivez-vous, qui est fréquent, c'est la ligne ou la tache noire ou marron sur un ongle. Alors, ça inquiète les gens et alors là, ils viennent consulter. C'est un signe de quoi et comment est-ce que vous expliquez ? C'est ce qu'on appelle l'effet code-barre, en fait. Alors, il faut différencier tache et ligne. La tache brune, bleue ou marron ou noire, c'est le plus souvent, heureusement, un hématome. Et les personnes consultent parce que l'hématome ne migre pas. Et c'est vrai qu'un hématome, normalement, ça descend avec la pousse de l'ongle, ce qui confirme le fait que c'est un hématome. On pense toujours que ça va descendre très vite et on se trompe. Un ongle de gros orteil, ça pousse en 12 à 18 mois. Quand vous avez un hématome sur l'ongle de gros orteil, déjà, vous n'avez pas idée que vous avez eu un traumatisme. Car les traumatismes aux orteils passent inaperçus. Vous avez freiné brutalement dans votre chaussure, vous avez le deuxième orteil qui est monté sur le premier sans vous en rendre compte. Vous avez un hématome, mais vous n'avez pas eu de traumatisme, donc vous ne comprenez pas pourquoi vous avez un hématome. Et en plus, vous ne le voyez pas descendre, parce que 1 millimètre par mois de descente, bien au bout de 3 mois, votre hématome, il n'a pas bougé. Donc vous dites, oh, mais non, c'est pas un hématome, il ne descend pas. Donc les taches, heureusement, sont souvent des hématomes. Les lignes, c'est un autre domaine. Pour avoir une ligne verticale sur un ongle, ça vient d'une petite tache sur la matrice. Et la matrice fabrique la kératine, la couleur passe dans la kératine et avec la vitesse de déroulement de l'ongle, c'est comme un rouleau de papier machine à écrire. Si vous versez de la couleur sur un rouleau de papier, vous tirez la feuille de papier, vous aurez une ligne. La tache est sur la matrice et la couleur passe dans l'ongle. Donc dans l'ongle, il y a que du pigment, mais il y a rien dans l'ongle à part de la couleur. La lésion, donc la petite tache, elle est sur la matrice. Heureusement, la majorité des taches ne sont pas graves. Non, parce que les gens ont peur de cancer, en fait, ils ont peur de tumeurs. Le mélanome de la matrice de l'ongle commence le plus souvent par une ligne noire. Donc effectivement, on s'inquiète, la majorité des lignes ne sont pas des mélanomes. Donc il faut être vigilant, consulter son dermatologue et s'inquiéter surtout de toute ligne brune ou noire qui bouge, qui s'élargit, qui change, qui se modifie avec le temps. Une ligne qu'on a depuis 15 ans et qui n'a pas bougé depuis 15 ans, il y a quand même très peu de chances qu'elle soit un mélanome. Les autres causes le plus fréquemment, ce sont des bandes dues à une simple activation de la pigmentation, comme on peut le voir aux orteils par exemple. Chez les gens un peu pigmentés, un peu mat de peau, quand vos orteils se chevauchent et frottent dans la chaussure, la matrice est traumatisée toute la journée et parfois elle se pigmente, donc vous avez des pigmentations de l'ongle, simplement dues à des micro-traumatismes répétés de la matrice dans la chaussure. Il faut consulter dans ces cas-là quand même si on a... C'est toujours mieux. Les dermatologues ont l'habitude de ce genre de ligne. Et les petits points blancs alors qu'on peut avoir sur les ongles, c'est dû à quoi ? C'est du manque de calcium. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une fuite de calcium comme on le croyait, c'est pas des taches de mensonges, donc vous n'êtes pas un menteur. Longtemps on disait que les mensonges s'inscrivaient sur les ongles et qu'on pouvait les compter au nombre de taches blanches qu'on avait sur les doigts. Sur les taches blanches, on a compté les mensonges et les jurons. En fait, ce n'est pas un manque de calcium, ce n'est pas des mensonges. Ce sont souvent des petits traumatismes de la matrice qui induisent un trouble dans la formation de la kératine. Les cellules qui contiennent la kératine dans l'ongle, donc les cornéocytes, les cellules cornées, elles ont perdu leur noyau, elles sont transparentes à la lumière. Si elles gardent leur noyau, elles sont plus transparentes, donc il apparaît une tache blanche. Et c'est souvent des petits traumatismes dus
de l'amatrisme qui sont responsables de ces petites taches blanches. On parlait des médicaments qui ont un impact, des traitements qui ont un impact sur les ongles, et les gens ne sont pas toujours au courant qu'il va se passer quelque chose, comme les chimiothérapies par exemple. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les ongles ? Ça peut avoir un impact sur la matrice de l'ongle qui est perturbée par les molécules qui fabriquent un ongle moins résistant, plus fragile, avec des taches, des lignes transversales ou blanches, ou des barres transversales qui témoignent du ralentissement de la pousse de l'ongle au moment de la chimio. Donc vous pouvez parfois lire sur l'ongle les différentes cures de chimio, soit sous forme de lignes transversales blanches ou de fractures transversales. Ça peut agir sur le lit de l'ongle en décollant les ongles. C'est souvent le problème du taxotere, qui est cette molécule que l'on donne fréquemment pour le cancer du sein et qui attaque plutôt le lit de l'ongle en décollant l'ongle avec des suintements, des hémorragies sous les ongles, et c'est assez douloureux. Dans la majorité des cas, après l'arrêt des traitements, les choses rentrent tout à fait dans l'ordre et sans séquelles. Donc, ce qui veut dire que l'ongle repousse. L'ongle... Ou pas. L'ongle repousse. Ouais. L'ongle ne s'arrête pas de pousser, mais il peut pousser... la pousse de l'ongle peut être interrompue au moment de la chimio. Donc, il va pousser un peu par strate. Et puis après, ça reprend son cours normalement. Après, la repousse est normale. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux personnes qui sont sous chimio, finalement, comment elles peuvent prendre soin de leurs ongles à ce moment-là ? Le froid, le port de gants froids, glacés, congelés, permet d'imiter les effets, mais n'est pas disponible partout parce que c'est compliqué et c'est pas toujours bien toléré. Donc la méthode du froid, qui peut être une aide, est à réfléchir au cas par cas. Ce qu'on peut conseiller, déjà, c'est d'éviter tout ce qui va fragiliser les ongles. C'est pas le moment de récurer une casserole à main nue avec des ongles qui sont déjà fragilisés par le traitement. On peut porter du vernis pour les renforcer. Alors, je ne conseille pas du tout de semi-permanent ni de faux ongles pendant les chimios. Mais les durcisseurs et tous ces trucs-là, vous savez, c'est ce qui est censé renforcer vos ongles. Ce qui est censé renforcer vos ongles, à partir du moment où vous mettez une couche protectrice sur l'ongle, quelle qu'elle soit, ça va renforcer votre ongle. Donc, il y a effectivement des petits traitements qu'on peut mettre sur l'ongle pour les renforcer, mais une base, 2 couches de vernis et un top coat 5 jours sur 7, ça permet de protéger les ongles et c'est possible de le faire pendant la chimio. On évite les excès de dissolvants qui sont desséchants pour le pourtour. Je vous conseille aussi de mettre des crèmes hydratantes sur les extrémités plusieurs fois par jour. Au pied, il faut faire très attention de ne pas avoir les ongles blessants et de ne pas d'émousser les angles, parce que dans certains traitements contre le cancer, on peut avoir un effet des molécules sur le pourtour de l'ongle et avoir des genres d'ongles incarnés avec des bourgeons qui poussent sur le pourtour des ongles. Il faut garder les ongles courts, bien carrés toujours, ne toujours pas dégarnir sur le côté, mais émousser pour que les ongles soient pas blessants. Il faut mieux limer ses ongles dans ces moments-là que de les couper, je pense. Progressivement, quoi, tranquille. Les protéger et pour les pieds, ne pas porter de chaussures trop serrées. Il y a d'autres molécules qui abîment les ongles autres que les chimios? Oui, par exemple les rétinoïdes qu'on donne pour le psoriasis, pour l'acné, qui dédoublent les ongles, qui les fragilisent et qui peuvent aussi agir sur le pourtour en donnant des bourgeons. On a longtemps dit que les ongles étaient le miroir de notre santé. Est-ce qu'il est possible de découvrir une maladie en regardant les ongles des personnes, comme on le disait à une époque? Est-ce que c'est encore vrai ou pas? Toutes les maladies, je crois, peuvent parfois avoir des retentissements sur les ongles. C'est en ça qu'on peut dire que l'ongle est le miroir de notre santé. D'un autre côté, on peut être extrêmement malade et avoir des ongles parfaits. On peut découvrir une maladie grave par les ongles. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Par exemple, un myélome, un cancer hématologique, par exemple, un syndrome des ongles jaunes qui va vous faire découvrir une sinusite chronique ou une maladie pulmonaire. Alors qu'est-ce qu'on appelle justement ce syndrome des ongles jaunes? C'est pas la maladie des fumeurs. C'est une affection qui se caractérise par un arrêt de la pousse de l'ongle. C'est une des rares causes où l'ongle s'arrête vraiment de pousser. Un arrêt de la pousse de l'ongle est épais, jaune, il n'y a plus de cuticule. Il y a parfois des œdèmes des membres inférieurs, des épanchements dans la plèvre, et c'est souvent associé à des problèmes ORL et respiratoires chroniques. Ça reste assez mystérieux comme affection. Mais il est important de traiter l'affection qui est responsable, enfin qui cohabite, et on a des traitements pour relancer la repousse. Mais on dit aussi que l'ongle révèle notre état psychique. En quoi est-ce qu'un ongle, ça peut révéler un état psychique? Bon, ça c'est important ce que vous dites.
Parce qu'on parle toujours de l'état de C'est santé très et de la important. maladie. Donc, D'ailleurs, en toile de fond dans mon livre, je parle quand même pas mal de la relation médecin-malade et de l'importance de l'écoute, du dialogue dans la relation médecin-malade. et vous expliquez que vous prenez le temps, Je prends le temps, oui. mais que vous êtes toujours en retard. Non, c'est pas vrai. Souvent en retard. C'est pas vrai. C'est parce que vous chantez trop. C'est ça. Entre chaque consultation, je prends le temps qu'il faut par patient et quand quelqu'un arrive dans un cabinet, vous savez pas forcément ce qu'il a et parfois vous n'avez pas de chance. Vous avez 3 personnes qui ont un problème très grave ou un problème qui nécessite une écoute plus longue que d'habitude, donc vous pouvez être amené à prendre du retard. Mais quand c'est votre tour et vous avez besoin d'être écouté, vous êtes quand même content d'être écouté. Alors l'ongle et l'émotion, oui. Première chose, un certain nombre de maladies de la peau peuvent se localiser sur l'ongle et elles sont parfois déclenchées par un choc psychologique, un inconfort psychologique, comme le psoriasis et le lichen. Donc, ça retentit sur les ongles. Et dans l'autre sens, quand vous avez une maladie des ongles qui vous défigure les ongles, c'est pas simple de vivre. Avec des ongles abîmés en lambeaux, il y a un retentissement Je crois psychologique que les gens ne se majeur. rendent pas compte parce que si Non, ça ne leur est pas arrivé, ils ne peuvent pas Non. comprendre à Non, quel non. point ça peut, C'est- l'impact Non, non. psychologique que ça peut avoir. Alors, tant qu'on n'a pas une maladie des ongles des doigts, on ne se rend pas compte de la difficulté de vivre avec une maladie des ongles qui endommage sévèrement les ongles. Paradoxalement, quand on a une maladie des ongles peu affichante, c'est-à-dire peu importante, les gens sont très gênés, ils ne se rendent pas compte que souvent les autres font pas attention. Si les ongles sont dramatiquement abîmés, tout le monde le voit, mais des petits décollements, par exemple du psoriasis, un psoriasis pas très sévère qui décolle quelques ongles, les gens cachent leurs mains, ils sont affolés. Et en fait, vous leur dites, mais vous savez, ça se voit pas beaucoup. Vous croyez que tout le monde le voit comme le nez au milieu de la figure, mais les gens sont pressés, ils font pas forcément observateurs. Et c'est pas aussi visible qu'on ne le pense. Peut-être que les hommes le vivent mieux que les femmes ou pas. Je crois pas. Non. Les femmes peuvent cacher, vous comprenez. Elles peuvent mettre, si vous avez un psoriasis qui vous décolle les ongles, vous n'arrivez pas à le traiter, alors il y a des traitements, mais parfois c'est difficile, vous pouvez mettre du vernis. Les hommes n'ont pas de possibilité. La grossesse, pourquoi ça impacte les ongles ? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et puis récemment ça a été controversé. Parce que les ongles, ça poussait mieux, Encore- les cheveux et les ongles poussaient mieux pendant la grossesse à cause des hormones. Voilà, Ouais, il pousserait plus vite, et il serait un peu plus épais. Ce que je vois surtout en cours de grossesse, c'est des ongles incarnés. Parce qu'on a les œdèmes des membres inférieurs, on a donc des grosses jambes, surtout en fin de grossesse. Donc les replis autour de l'ongle, ils prennent du volume, et hop, l'ongle rentre dedans. Partagez avec nous ce qu'il faut manger pour avoir de beaux ongles. Il faut manger des radis pour avoir les ongles roses. Pourquoi pas. Des carottes, ils seront orange. Si vous mangez des carottes, du potimarron C'est et du vrai potiron, ils seront orange. Alors, il faut avoir un régime équilibré. Vous allez me dire, si je vous proposais D'avoir un l'inverse, régime déséquilibré, voilà, je vous dirais. vous seriez étonné. Hein. Ouais. Donc, un régime équilibré, l'ongle, c'est fait de kératine. Les kératines, c'est des protéines. Il faut manger assez de protéines. Un régime varié, il ne faut pas avoir de carence en fer. Un régime équilibré, c'est bien. Alors, quel regard vous portez sur cette French manucure qu'on a évoquée tout à l'heure, qui camoufle ? Est-ce que finalement ça a un impact sur la santé des ongles ? Vous parlez de la French manucure ou du gel ou des faux ongles ? Parce que Alors, oui, effectivement. Alors déjà, le gel, est-ce que c'est dangereux pour les ongles ou pas ? Est-ce que ça impacte la qualité des ongles ? l'ongle, vous savez, ça se renouvelle. Je vais commencer comme ça. Donc, même s'il y a un problème, vous abîmez si vous abîmez vos ongles, 6 mois après, vous en aurez un autre. C'est le temps qu'il faut pour que ça pousse. Au niveau d'un doigt. Donc, c'est quand même important à considérer. Le gel en lui-même, que ce soit un gel pour faire une extension d'ongle ou pour mettre un semi-permanent, ça peut être allergisant, surtout quand c'est non polymérisé, c'est-à-dire avant durcissement. Il ne faut pas que ça touche la peau. Non, il ne faut pas que ça touche la peau. Il faut que le passage sous la lampe, quand c'est photopolymérisable, soit suffisamment long pour que, entre guillemets, tout soit pris en masse. Ce qui est ennuyeux, c'est le ponçage de l'ongle avant et le ponçage de l'ongle après. C'est plutôt la pose et la dépose qui vont endommager la tablette. Un ongle, c'est pas très épais au niveau des doigts. Hein, ça fait quoi ? Même pas un demi-millimètre. Avec une fraise, vous poncez bien l'ongle avant, 3 semaines après, pour enlever le gel, vous poncez l'ongle après, et en pratique, vous n'arrêtez pas de poncer l'ongle, mais ça ne repousse pas assez vite pour garder toute son épaisseur.
Donc c'est surtout ça qui est important à considérer. On peut les garder combien de temps dans l'idéal ? Alors on parle du gel. Ouais. Le gel peut rester en place, mais comme l'ongle pousse, il y a un vide à la base de l'ongle qu'il faut combler toutes les 3-4 semaines. Les faux ongles ? Les faux ongles en résine, très durs, qui se façonnent sur l'ongle. C'est un liquide et une poudre que la personne va mettre sur l'ongle. Elle va avoir allongé l'ongle avec un papier chablon qu'elle met à l'extrémité de l'ongle, et puis elle va façonner un ongle sur l'ongle et le papier, et ça va durcir à l'air libre. Les faux ongles en résine durcissent à l'air libre. Et on les retire avec de l'acétone. Ils sont très durs, il ne faut pas les garder trop longs, parce que si vous percutez la table ou n'importe quoi avec un ongle en résine très dur et très long, vous pouvez abîmer l'ongle en dessous, en tout cas décoller l'ongle en dessous. Mais bon, ça se retire à l'acétone, c'est un gros avantage, on n'a pas besoin de poncer. Alors que souvent les faux ongles gènes et les semi-permanents, il faut associer un ponçage à l'acétone, et c'est ce ponçage qui est toxique. Et dans l'usage des vernis permanents, semi-permanents, à quoi est-ce qu'il faut faire attention justement pour la santé des ongles ? Classiquement, on dit un vernis, une base, 2 couches de vernis, un top coat, 5 jours sur 7. Mais je ne comprends pas top coat. Un top coat, c'est un... J'ai peut-être l'air bête. Alors, un top coat, c'est comme un vernis, mais de composition un peu différente, plus résistant, qui va se mettre à la surface de votre vernis pour le protéger, éviter qu'il s'abîme et qu'il s'écaille. Donc ça prolonge un peu la durée du vernis. Mais vous considérez que c'est une variante du vernis. 5 jours sur 7, parce que l'ongle aime bien être à l'air libre 2 jours sur 7. Si vous portez quelque chose 7 jours sur 7, on ne va pas dire que l'ongle ne respire pas, parce qu'un ongle ça ne respire pas, on va pas dire qu'il est étouffé, mais en tout cas, cette occlusion permanente fait qu'il se dessèche et qu'il pèle, et quand vous retirez le vernis, vous avez des petites granulations de kératine, des petites taches blanches en surface de l'ongle. Ça l'endommage pas définitivement, mais voilà, il est un peu abîmé. Donc c'est pour ça qu'on conseille 5 jours sur 7. Donc évidemment, le semi-permanent qui reste 3 semaines en place est à l'encontre de ça. Mais si votre ongle est desséché par un semi-permanent mis en permanence, 6 mois plus tard, il y en aura un autre. Il y a plus de consultations, de motifs de consultation depuis la mode de la French manucure ou pas ? Pas vraiment. Mais je vois pas vraiment. Peut-être... non, pas vraiment. Par contre, l'apparition de kits à domicile, où les personnes font elles-mêmes à la maison leur semi-permanent, il y a de plus en plus d'allergies parce que justement on ne respecte pas le temps de passage sous la lampe pour durcir le gel. Il faut que ça soit bien employé, il faut éviter les ponçages, il faut que ce soit bien employé. Voilà, les allergies ça existe, mais ça restera. Les effets secondaires, il y en a, on en voit. Mais ça reste rare, ce que vous dites. Ça reste assez rare. Quand vous voyez le nombre de femmes qui utilisent ces produits, ça reste assez rare. Maintenant, je veux dire, on voit des allergies, on voit des décollements. Bon, les effets secondaires très graves restent quand même exceptionnels. Et votre regard sur les dissolvants pour enlever le vernis aujourd'hui ? 1 fois par semaine le dissolvant. Pas plus. Voilà, on dit qu'on préfère les dissolvants sans acétone, que c'est plus doux. Mais surtout, un dissolvant, c'est 1 fois par semaine. Bien, maintenant il y a des normes, il y a les Big Free. Oui, Big Free 3 jusqu'à Big Free 14. Jusqu'à... Moi, je dirais, il y a une chose qui est importante, c'est quand vous êtes allergique. Il y a des allergies au vernis à ongles, au vernis simple. Et ces allergies se manifestent souvent à distance des ongles, c'est-à-dire les faces latérales du cou, les lèvres, toutes les régions que vous touchez avec vos doigts. Puisque vous êtes allergique au vernis, c'est les parties que vous touchez avec vos doigts qui ont des plaques, des boutons. C'est souvent la résine qu'on appelle la résine toluène-sulfonamide formaldéhyde résine. Bon, c'est compliqué, mais la résine contenant du formaldéhyde qui est source de l'allergie. Et pour qu'elle ait quitté les vernis, il faut aller jusqu'au 5 free, c'est-à-dire 5 free. Et le 5 free enlève cette résine. C'est la bonne norme. Bon, c'est une Française qui a inventé le vernis. Michel Ménard. 1920. Voilà. Ai-je lu dans votre livre, votre très bon livre, Dr Sophie Gottman, s'appelle Vos ongles, tout un monde. Embellir, prévenir, guérir aux éditions Actes Sud. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Très belle journée santé sur Beurre FM.